qu'est-ce qu'un service? Quelle différence fait-on donc entre une entreprise qui fabrique, par exemple, des crayons, et une entreprise touristique ou de services en général, que l'on parle d'une banque, que l'on parle d'une station d'essence, que l'on parle d'un hôtel, que l'on parle d'un restaurant, que l'on parle d'une société aérienne. En quoi ces organisations qui servent sont différentes des organisations de fabrication? Et quand nous comprenons la clé de cette différence, nous comprenons que le marketing de ces organisations de services se doit d'être différent et qu'il est extrêmement dangereux d'importer les techniques de marketing de produits aux services. Alors, quelle est cette distinction? Bien, la première question à répondre est essentiellement, qu'est-ce qu'un service? Un produit, on le voit, on y touche. Un produit, c'est tangible. Bon. Mon unité de production, si je fabrique des crayons, bien, ce sont des crayons. Mais quelle est mon unité de production si je gère un restaurant? Est-ce la nourriture? Eh bien, on sait, d'après une étude faite par l'Association canadienne des restaurateurs, que la nourriture représente à peu près 6 à 8 de la raison pour laquelle les gens retournent. Alors, essayons de comprendre un peu mieux. Vous allez vivre une expérience de service, vous-même. Quand vous allez vivre cette expérience, par exemple, vous allez dans un restaurant ou dans un parc d'attractions, vous revenez chez vous et vos amis vous demandent comment vous avez trouvé votre visite. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Ça a été une bonne expérience. Alors voilà le mot-clé, expérience. Un service est une expérience temporelle. Ça se passe dans le temps. J'arrive au restaurant à 7 heures le soir, j'en ressors à 10 heures, 22 heures. Un service se déroule dans le temps. Vous avez commencé votre cours à une certaine période. Vous allez le terminer plus tard. Vous allez dans un hôtel, vous arrivez le vendredi, vous repartez le dimanche. Donc, temporel. Vécu par le client. Une expérience, c'est quelque chose que l'on vit. Nous sommes donc dans le domaine des émotions. Alors, si on voulait définir le service, on dirait que c'est une expérience temporelle vécue par le client. Une expérience temporelle vécue par le client. Une espèce de tunnel imaginaire dans lequel le client entre à un moment donné, où il parcourra un certain nombre d'étapes, qu'on appellera le processus de l'expérience, et au bout duquel il ressortira avec essentiellement 3 opinions possibles. Ce n'est pas ce que je m'attendais. Oui, c'est à peu près ce que je m'attendais. Ou, wow, c'est au-delà de ce que je m'attendais. Alors voilà l'enjeu dans les services. Créer cet effet wow. Comment dépasser les attentes des clients dans l'expérience qu'ils vivront dans notre tunnel imaginaire? Un service est une expérience temporelle vécue par le client avec ses émotions. Nous sommes dans le domaine des émotions. L'entreprise de service qui réussit est l'entreprise qui arrive à gérer les émotions en essayant, bien sûr, de créer des émotions positives. Et dans les vieux modèles de psychologie, on sait très bien que les gens, et on n'a pas besoin de grands cours de psychologie pour comprendre qu'on est attiré par le plaisir et qu'on va fuir toutes les sources d'anxiété. Donc, le but dans la création d'une organisation de service est de créer des expériences mémorables, mais essentiellement en augmentant le niveau de plaisir de ces clients qui entreront dans notre tunnel imaginaire et qui en ressortiront extrêmement satisfaits. Comment satisfaire
comment construire, comment comprendre cette expérience de service? Eh bien, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin pour finalement aller comprendre que les principes de marketing traditionnels, je reprends mon exemple de produit. Si je voulais vous vendre un crayon, je reprends mon crayon. Si je voulais vous vendre un crayon, qu'est-ce que j'essaierais de faire? J'essaierais d'établir un lien entre vous et le crayon. Alors, traditionnellement, en marketing, on va dire, vous allez ressortir tous les bénéfices du crayon, et finalement, j'établirai un lien entre vous et le crayon. Et finalement, si les bénéfices que j'aurais identifiés sont supérieurs à mon concurrent qui fabrique des crayons, vous allez acheter mon crayon. Donc, c'est entre vous et le produit. Or, dans les services, ce qu'on constate, c'est que le contenu est souvent peu différencié. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus semblable que 2 plages, 2 hypothèques, 2 chambres d'hôtel, l'essence que vous mettez dans votre voiture? Alors, il vous apparaît évident que pour vendre un service, il va falloir entrevoir une dynamique tout à fait différente. Je ne connais pas le lien émotif que vous entretenez avec l'essence que vous mettez dans votre voiture ou avec votre hypothèque, mais je comprends que si vous avez une émotion intense et que vous avez une relation émotive très intense avec l'essence que vous mettez dans votre voiture, ce n'est pas tout à fait normal et que vous pourriez peut-être envisager d'aller consulter. Parce que ce n'est pas là que ça va se passer. Ça va se passer essentiellement au niveau de la relation avec une organisation, une entreprise qui elle-même est chapeautée par une marque. Pourquoi je vais choisir Sofitel? Pourquoi je vais choisir Hyatt? Pourquoi je vais choisir Air Canada, Air France ou American Airlines? Eh bien, parce que l'expérience que l'on y vit est une expérience qui répond davantage à mes attentes sur le plan émotif. Alors, on avait questionné beaucoup au début des années 90 ce concept de marketing où finalement on établissait le lien entre le produit et le client. Alors, l'hypothèse que nous avons posée était la suivante. Considérant que le client qui entre dans mon tunnel d'expérience, que ce soit un hôtel, un restaurant, peu importe, un transporteur, compte tenu que mon client qui entre à l'intérieur et qui entre souvent en étant heureux, malheureux, avec ses attitudes, ses comportements, considérant que en passant dans ce tunnel et en étant en interface avec du personnel, parce que les entreprises de services se manifestent souvent par du personnel en contact. C'est l'agent de bord dans l'avion, c'est l'agent au comptoir, c'est l'agent de réservation, c'est la femme de chambre, c'est le service aux chambres, c'est le guide accompagnateur. Finalement, les entreprises de services se manifestent par du personnel. Et le rôle de ce personnel est essentiellement d'avoir un impact sur l'attitude et le comportement des gens qui passe dans ce tunnel imaginaire. Donc, l'hypothèse qu'on s'est posée a été la suivante. Qui, essentiellement, comme profession, a un impact et arrive à changer les attitudes et le comportement? Ah bon, et comme moi, vous comprenez que toute la racine psychiatrique, déjà dans les années 40, Watzlawick, qui est un des pères de la psychiatrie, avait mentionné que ce n'est pas la thérapie, mais le thérapeute qui fait la différence. Intéressant. Un bon thérapeute avec une mauvaise thérapie peut réussir. Un mauvais thérapeute avec une bonne thérapie pourrait avoir beaucoup de difficultés. Alors là, on s'est dit, il y a une piste. On va laisser les pistes du marketing traditionnel et conventionnel et on va aller voir si la technique thérapeutique ou si le modèle thérapeutique ne serait pas un modèle qu'on pourrait appliquer aux entreprises de services. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait et on est allé voir, on est allé mesurer l'impact que le personnel en contact avait avec le client dans une expérience qui aujourd'hui est appelée l'expérience Catherine. Une expérience où Catherine était une agent de voyage. Et on allait voir finalement, en modifiant non pas son contenu, ce qu'elle dit, mais plutôt le contenant, c'est-à-dire son attitude, son comportement, son apparence physique. On allait voir si, finalement, le déterminant de la compétence dans les services, pour les gens de première ligne qui manifestent l'entreprise de service, et dans ce cas-ci,
dans le domaine du voyage, dans le domaine du transport ou voyage. Allons voir donc si, finalement, c'est l'argument, le contenu, ou le contenant qui est le déterminant. Alors voilà toute la différence. Est-ce la chambre d'hôtel ou l'entreprise qui gère l'expérience de la chambre d'hôtel pour distinguer cette chambre d'hôtel d'une autre? Alors, l'expérience Catherine nous a permis d'aller tester ces hypothèses de perception de compétence et de crédibilité. Alors, comme vous voyez sur le tableau qu'on vous présente, vous avez 4 profils de Catherine. Alors, vous avez une Catherine numéro 1 et là, je vous rappelle que dans les 4 cas, ici, nous voyons des photos, mais à l'origine, c'était des vidéos. Hein, les gens réagissaient aux vidéos. Dans les 4 cas, Catherine, qui était une actrice, répétait exactement le même texte. La seule chose qu'elle allait changer, c'était son niveau d'empathie et son apparence physique. Alors, les résultats sont spectaculaires. Donc, si vous regardez notre Catherine numéro 1, a un profil qui serait plutôt naturel, mais avec absence d'empathie. 0. Ce n'est pas moins. Elle fait son travail, mais il n'y a aucune émotion qui traverse. D'ailleurs, en regardant cette photo, vous reconnaîtrez beaucoup de personnes travaillant en première ligne dans les services. La Catherine numéro 2, elle, est une Catherine qu'on a sophistiquée. C'est-à-dire qu'on a remonté ses cheveux, on a un maquillage plus théâtral, mais qui dit la même chose, toujours. On a une Catherine numéro 3 qui est toujours un peu plus sophistiquée, plus théâtrale, mais qui commence à avoir de l'empathie. Et finalement, on a une Catherine qui est naturelle, avec un niveau d'empathie élevé. Eh bien, regardez les résultats. C'est spectaculaire. Quand nous enlevons la notion d'empathie, les gens perçoivent que cette Catherine est incompétente, qu'ils n'ont pas envie de traiter avec elle et qu'ils vont le dire aux autres. Alors que plus on s'avance vers cette Catherine numéro 4, où le niveau d'empathie est élevé, où son apparence est plus naturelle, les gens disent, oui, j'ai envie de faire affaire avec elle et je vais la recommander. Quand on a poursuivi notre analyse statistique, on est allé mesurer avec une analyse factorielle, ce qu'on appelle une analyse factorielle, c'est d'essayer de déterminer le poids du facteur le plus important, le plus significatif. On arrivait à expliquer le phénomène de la perception de la compétence et de la crédibilité avec l'empathie à 32 %, l'apparence physique à 9 % et l'argument à 9 %. En d'autres termes, ce que vous dites, c'est pas plus important que ce que vous avez de l'air. Et ce que vous dites et ce que vous avez de l'air est beaucoup moins important que la façon dont vous vous reliez émotivement avec la personne avec qui vous traitez. En d'autres termes, être compétent dans les services, c'est d'abord et avant tout d'être capable de se relier émotivement avec la clientèle. Et on vient de terminer là, une étude qui est encore plus parlante. On a mesuré à la fois ce que les clients s'attendent et ce que les employés perçoivent comme élément de compétence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'employé, être compétent, c'est être compétent techniquement. Et c'est là qu'on retrouve le facteur le plus important. Quand on demande aux clients de ces mêmes employés quel est le facteur le plus déterminant, eh bien, le client va toujours nous dire le médium, l'empathie, la capacité de séduire, de me comprendre, de gérer mes émotions. Alors voilà qu'on se retrouve aujourd'hui avec des organisations de services où à la fois on a d'un côté nos clients qui s'attendent à être gérés émotivement et d'autre part des employés et même des structures et des organisations qui disent nous, être compétents, c'est être compétents techniquement. 2 solitude. Donc, les entreprises de services qui réussiront seront les entreprises qui arriveront à créer ce confort émotif, à construire ce canal d'expérience. Bernd Schmidt, de l'Université Columbia, vient de publier un livre dont le titre est « There is no business that's not show business ». Dans les services, nous sommes dans le domaine
du spectacle. Les créateurs d'entreprises de services, et particulièrement touristes, sont des créateurs d'événements spectaculaires. Nous devons créer. La création de la valeur dans les organisations de services passe par la création d'expériences mémorables qui sont elles-mêmes, ces expériences mémorables, essentiellement centrées sur la gestion émotionnelle.